Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour Mathias Fekl. Bonjour Gibolstein. La France avait eu du mal, le tourisme français avait eu du mal à se remettre des attentats précédents. Peut-il se remettre de celui de Nice ? On va y travailler. Vous savez que le tourisme est porté haut et fort. Le président en a fait une priorité nationale depuis 2012. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et nous étions hier à Nice avec Emmanuel Macron et Martine Pinville justement pour rencontrer les acteurs du tourisme et voir avec eux comment avancer. Parce que dans ce genre de situation, vous avez toujours d'abord une vague d'annulation immédiate qui suit le choc. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est de voir comment ça reprend. Donc nous étions à Nice pour à la fois marquer notre solidarité avec les victimes, leurs proches, la ville, et voir comment avancer. C'est un secteur absolument majeur pour Nice et pour la région. C'est aussi un secteur... Combien d'emplois ça représente, une saison touristique sur la Côte d'Azur ? Au niveau national, ça représente 2 millions d'emplois. Et sur la Côte d'Azur, les chiffres varient en fonction des emplois directs ou indirects, mais on sait que c'est un des poumons économiques de la région et que les chiffres d'affaires, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires direct, rien que sur le département, et autant de chiffres d'affaires induits. Donc on voit bien que si les choses ne vont pas bien, ce sera très mauvais. Et donc nous étions là sur du concret. À la fois voir comment, à l'international, valoriser la ville de Nice, qui est adorée dans le monde entier. Mais on peut expliquer aux gens, venez sur la Côte d'Azur, venez en France, il n'y a pas de problème, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes. Enfin, est-ce qu'on peut concilier attractivité et sécurité ? Il y a plusieurs aspects. D'abord, on sait très bien que le risque zéro n'existe plus nulle part. Nulle part en France et nulle part en Europe. Et là-dessus, sans être dans le catastrophisme permanent, il faut dire les choses. D'ailleurs, les gens le voient très bien et c'est un fléau qui frappe le monde entier et ça continuera évidemment. Donc tout est mis en œuvre et Bernard Cazeneuve et l'ensemble du gouvernement travaillent là-dessus. J'en profite pour dire que les polémiques sur ces sujets-là, évidemment, apportent de l'eau au moulin à tous ceux qui disent « bon, on va peut-être pas y aller ». Il est très important que le pays réagisse dans le... Qu'est-ce que vous voulez dire, que Christian Estrosi fait du mal à sa ville ? Non, d'abord, la ville de Nice a été frappée, donc moi je ne vais pas être là dans les polémiques. Mais il est très important que le pays réagisse dans l'unité et réagisse sans polémique stérile, inutile et parfois franchement totalement indécente. Nous avons la chance d'avoir un grand ministre de l'Intérieur, sans doute un des plus grands ministres de l'Intérieur de la Ve République, qui travaille, qui est à pied d'œuvre depuis des mois dans un contexte extrêmement tendu et qui met tout en œuvre pour que la situation soit maîtrisée. Et donc là-dessus, il faut vraiment porter à l'international ce message-là. Rien n'est pire à l'international, vous savez, que des messages où vous avez un pays, après avoir été frappé par le terrorisme, qui donne l'impression de se diviser. Et donc la France, qui est un pays aimé dans le monde entier, la première destination touristique au monde, avec 85 millions de touristes accueillis encore l'an dernier, doit offrir ce visage-là, d'un pays ouvert, d'un pays où l'hospitalité n'est pas un vain mot. C'est cela qui est en jeu aussi pour Nice. Vous voyagez beaucoup en tant que ministre du Commerce extérieur, que vous êtes aussi. Ce qu'on voit de la France à l'étranger correspond-il à la réalité ? Je vous demande ça parce que parfois ici on a l'impression qu'on montre à l'étranger un pays en guerre générale, à feu et à sang, et de surcroît où la grève est permanente. Non, il y a cette image-là qui est véhiculée d'ailleurs par beaucoup de médias, notamment anglo-saxons, avec des intérêts derrière qui ne veulent pas toujours du bien à la France. Mais il y a des médias qui ont intérêt au French bashing. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une grève en France, elle fait très vite la une de certains médias. Quand vous avez la même grève en Allemagne, ce ne sera pas la même chose. La Lufthansa fait plus grève qu'Air France. Donc il faut aussi regarder les chiffres, la réalité des choses. Et notre pays est un grand pays aimé comme tel dans le monde entier. Et d'ailleurs beaucoup plus aimé et apprécié souvent à l'étranger que parfois par nous-mêmes. Il y a une tendance à l'autodénigrement en France qui est fâcheuse. Et encore une fois, la France est vue comme une grande puissance, un grand pays qui rayonne dans le monde entier et un pays que les gens sont heureux de venir visiter. On n'est pas pour rien la première destination au monde, loin devant les États-Unis, l'Espagne et d'autres pays. C'est parce qu'il y a le patrimoine, la culture, le savoir-vivre français, la gastronomie, tout ce qui fait l'excellence française qui est apprécié. Toujours avec votre casquette de secrétaire d'État au commerce extérieur, le Brexit risque-t-il de plomber le commerce extérieur français ? Alors, c'est notre premier excédent commercial. 15 milliards d'euros avec la Grande-Bretagne, 30 000 entreprises qui y travaillent, donc il y a un impact extrêmement fort. Et il faut évidemment qu'on travaille là-dessus. Mais il y a plusieurs... De ce point de vue-là, la baisse de la livre n'est pas une mauvaise nouvelle. Les produits français c'est pas une mauvaise nouvelle pour les exportations. Seront plus chers en Angleterre. Non, c'est comment dire, le premier vecteur de transmission à l'économie française, c'est le tourisme.
et les décisions des touristes anglais de venir ou non. Et justement, là, la dépréciation... En francs, ils auront moins d'argent. Et ce qu'on constate pour cette saison, non, c'est plutôt qu'ils viennent autant cette saison, mais ils dépenseront sans doute moins. C'est mécanique. Quand vous avez 20% de pouvoir d'achat en moins, ça se traduit dans... Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les exportations. On est convaincu que les choses se rétabliront à terme sur le cours de la livre, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont robustes dans l'économie du Royaume-Uni. Ce qui est important, c'est de voir comment vont se gérer maintenant les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Comment va être le lien avec ce grand pays. Et là-dessus, notre position est très claire. On ne peut pas être dedans et dehors. On ne peut pas avoir voté le Brexit et ensuite vouloir quasiment rester dans l'Union sans en avoir les contraintes, les contributions budgétaires, etc. Et donc, il faut de la clarté et il faut ensuite, évidemment, travailler étroitement. Ça restera un voisin, ça restera un grand pays partenaire et ami sur de nombreux domaines. Mais encore une fois, le peuple britannique a voté, il faut respecter ce vote et rien ne serait pire, y compris pour l'Union européenne, qu'une nouvelle fois de s'asseoir sur le vote d'un peuple. Ça a été le cas bien souvent, y compris en France, et c'est très préjudiciable. Quelques mots de politique, si vous le voulez bien, pour terminer. François Hollande est-il aujourd'hui en état de se représenter? Que peut-il espérer alors qu'il stagne à 20% de popularité? Je crois il n'est pas du tout aujourd'hui dans ça. On vient d'être frappé. Enfin, il doit donner sa décision dans 3-4 mois, donc ça approche quand même. Il la donnera, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais on est un pays confronté au terrorisme et à tout ce qui va avec en termes de déstabilisation de notre corps social, du pacte républicain. Et donc là-dessus, ce qui est important aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord que le chef de l'État incarne l'unité nationale, et ensuite qu'il donne du sens à sa candidature s'il souhaite l'être. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse... Est-ce que pour vous, il reste le meilleur des candidats à gauche? Mais ça dépend du sens qu'il donne à la candidature. Quel est le projet? Quels sont, sur les années qui viennent, les thèmes à mettre en avant? C'est pas facile de répondre à ça en quelques secondes, mais on voit que la gauche social-démocrate est en panne de logiciels. Dans toute l'Europe, d'ailleurs. Dans toute l'Europe. Quel projet la gauche et François Hollande doivent-ils porter pour l'avenir? Quelques balises, parce qu'il faudra reparler du sujet plus approfondi, mais il y a d'abord la crise démocratique. J'ai fait des propositions là-dessus, mais il faut en finir avec la Ve République, mettre en place un nouveau régime et qui soit plus démocratique au niveau des institutions, au niveau de la participation dans l'entreprise, au niveau de la démocratie locale. Les Français doivent avoir l'impression, et plus que l'impression, qu'ils participent aux décisions au-delà des élections. Et ensuite l'Europe. Et l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui est morte. Et c'est un Européen convaincu qui vous le dit. Il faut reprendre les choses de fond en comble. L'Europe à la carte, l'Europe des vrais projets, l'Europe pour les jeunes, avec l'Erasmus pour tous. Et puis, il faut redonner du sens à ce que veut dire être français, vivre en France, ensemble, avec un pays qui a été nourri par des vagues d'immigration successives, des apports culturels différents. C'est tout cela qui est en jeu. Mais il faudra approfondir les choses parce qu'en 20 secondes, un projet présidentiel, c'est un peu court. Absolument. Merci beaucoup Mathias Fekl d'être venu. Merci Thomas. Très bonne journée à tout le monde.